attirait l'attention des hommes du village, mais également la jalousie et l'envie des femmes. Elle était souvent l'objet de ragots et de commérages, les femmes du village la voyant comme une rivale à abattre. Malgré son humble origine, Ayanda nourrissait de grandes ambitions. Elle rêvait de s'élever dans la société en épousant un homme riche et puissant qui lui offrirait un avenir de luxe et de confort. Cette aspiration était une source de motivation constante pour Ayanda, la poussant à chercher par tous les moyens à attirer l'attention des hommes fortunés du village. C'est ainsi qu'elle croisa le chemin de Dodogou, l'un des commerçants les plus prospères de Goni. Son statut social élevé et sa fortune attiraient Ayanda comme un aimant, et elle s'est mise en tête de le séduire. Ayanda parvient facilement à attirer l'attention de Dodogou lors d'une fête organisée par celui-ci. Impressionné par sa beauté et son assurance, il fut charmé par cette jeune femme en rondeur exceptionnelle et commença à lui faire la cour. Il lui offrait des cadeaux somptueux et faisait des démonstrations d'affection pour la convaincre de l'épouser. Ayanda finit par accepter les avances de Dodogou, tout en faisant semblant de ne pas être vraiment intéressé par lui. Le mariage de Dodogou et d'Ayanda fut un événement célébré avec faste dans tout le village. Les femmes du village se réjouirent de voir Ayanda, la belle séductrice, se marier, car elle ne sera plus une menace pour leur foyer respectif. La cérémonie fut somptueuse, avec des festivités qui durèrent plusieurs jours, marquant le début d'une nouvelle vie pour Ayanda en tant que femme mariée. Cependant, malgré le bonheur apparent de cette union, des fissures commencèrent à apparaître dans le mariage de Dodogou et d'Ayanda. Ayanda refusait catégoriquement de vivre sous le même toit que les parents de Dodogou, invoquant des raisons de confort et de sécurité. Cette décision suscita des tensions au sein du couple. Le couple se disputait presque tous les jours sur le comportement abusif d'Ayanda envers ses beaux-parents. Aveuglée par le mépris envers ses beaux-parents, elle les traitait avec un mépris flagrant. Elle les accusait sans cesse de profiteurs, prétendant qu'ils cherchaient à profiter de la richesse de Dodogou. Dans ces moments de colère, elle les insultait et les humiliait verbalement. Elle les accusait d'avoir volé la richesse de son mari. Mais les parents de Dodogou ne disaient jamais rien à leur fils sur les comportements abusifs de sa femme. Lorsque Dodogou était absent pour ses affaires, Ayanda ne retenait pas sa cruauté envers ses beaux-parents. Elle les soumettait à des brimades, à des traitements dégradants, les privant de nourriture et de confort. Elle les faisait dormir dehors sous la pluie et sous la rosée. Elle se plaisait à les infliger des petits tourments physiques, comme les pousser par terre. Ou les donner des tâches pénibles à accomplir. La mère de Dodogou en était tombée malade. Et pourtant, elle ne disait jamais rien à son fils, car elle ne voulait pas détruire son mariage. Ayanda était déterminée à les maintenir dans une position de soumission et d'humiliation, les considérant comme des vers de terre. Malgré les supplications et les pleurs de ses beaux-parents, Ayanda restait insensible à leur détresse. Sa relation toxique avec ses beaux-parents était un secret bien gardé. Mais un beau jour, elle fut surprise par son mari en train de gifler sa belle-mère. Choqué et indigné par la véritable nature de sa femme, son mari prit la décision radicale de la chasser de leur foyer. Dodogou balança les vêtements d'Ayanda en plein jour, avec une grande colère et des cris. Tous ceux qui avaient assisté à la scène ne comprenaient pas pourquoi Ayanda était châchée. Alors ils inventèrent un gros mensonge. Ils se dirent tous que Ayanda avait été certainement surprise en train de commettre l'adultère. Cet événement marqua le début de la descente aux enfers d'Ayanda, alors qu'elle était rejetée par son mari et critiquée par le village.
Mais plutôt que de reconnaître ses torts envers son mari et de demander pardon, Ayanda choisit de retourner vivre chez ses parents. Les femmes du village de Bonou, pensant qu'Ayanda était vraiment une femme adultère, ne tardèrent pas à la tourner en ridicule, lançant des insultes acerbes à son passage. Elle ne manquait jamais une occasion de la rabaisser ou de ternir sa réputation, la traitant de femme incapable de rester dans un foyer. Mais l'insulte ultime qui brisa le cœur d'Ayanda et déclencha sa quête de vengeance fut prononcée lors d'une altercation. Une femme animée par la médisance et le ressentiment accusa Ayanda d'avoir volé son mari, traitant Ayanda comme une briseuse de foyer. Ayanda, blessée dans son honneur et ébranlée dans sa dignité, sentit le feu de la colère embrasser son être. Déterminée à se venger de ceux qui l'avaient humiliée, elle décida de recourir au pouvoir mystérieux de la mamie légendaire, dans l'espoir d'acquérir le pouvoir nécessaire pour faire payer à toutes ces femmes leur traitement injuste. Ayanda s'est promis de s'aimer le chaos et la discorde dans tous les foyers de Bonou, en séduisant et en manipulant tous les hommes mariés. Déterminée à accomplir sa vengeance, Ayanda se mit en tête d'un moyen de renforcer encore plus davantage son pouvoir de séduction. Elle entendit parler d'une mamie dans un village voisin, réputée pour ses potions et ses sortilèges destinés à embellir le corps et à ensorceler les hommes. Sans hésitation, Ayanda partit vers la mamie. Dans elle, son esprit obsédé d'être encore plus belle. Arrivée chez la mamie, elle exposa ses désirs les plus profonds. Elle voulait une beauté plus éblouissante, une silhouette plus séduisante et un charme irrésistible qui lui permettrait de contrôler et de manipuler tous les hommes à sa guise. La mamie souriante et énigmatique lui promit de réaliser ses souhaits, mais à un prix élevé. Ayanda fut initiée à un rituel complexe, impliquant l'application de remèdes et de plantes rares pendant 6 mois. Elle se soumit aux instructions de la mamie, appliquant les remèdes sur son corps et suivant les rituels avec dévotion. Petit à petit, elle sentit sa beauté se transformer, sa silhouette devenait plus gracieuse et ses charmes s'intensifiaient. Finalement, après des mois d'attente et de sacrifice, Ayanda atteignit son objectif. Elle était devenue une vision de perfection, sa beauté ensorcelante attirant tous les regards sur elle. Armée de sa nouvelle apparence, elle décida de retourner dans le village de Bonou et commença à séduire les hommes mariés. Aucun d'entre eux ne pouvait résister à son charme envoûtant. Ayanda savourait chaque moment de son triomphe, en sémant le chaos, la discorde, la colère et la jalousie parmi les femmes du village. Il y eut plusieurs divorces dans le village à cause d'elle. Des pères étaient prêts à abandonner femmes et enfants juste pour faire plaisir à Ayanda. Tous cherchaient à satisfaire le moindre de ses désirs. Ayanda prenait un malin plaisir à regarder les femmes se disputer avec leurs maris, savourant ainsi chaque moment de sa vengeance. Elle s'était jurée de s'aimer et elle s'était promis de faire plonger tous les foyers dans un chaos et la discorde. Mais malgré tous ces triomphes, il y avait une ombre devant elle. Le roi de Bonou restait insensible à ses charmes. Malgré tous ses efforts pour attirer son attention, le roi la traita avec indifférence, ne lui accorda aucun privilège particulier. Cette indifférence était pour Ayanda comme un défi. Elle s'était jurée de séduire tous les hommes, y compris le roi, et elle voulait donc conquérir le roi coûte que coûte.
Déterminé à accomplir sa vengeance et la conquête du souverain, Ayanda retourna une fois de plus de la mamie. Elle demanda à la mamie une potion qui augmenterait la taille de ses seins, espérant ainsi capturer le regard du roi et l'obliger à succomber à son charme. La mamie lui donna un fruit l'avertissant de ses dangers. Ayanda devait manger le fruit une fois et jeter le reste pour éviter des conséquences désastreuses. Pleine d'excitation, Ayanda mangea le fruit, déterminé à séduire le roi de Bono. Immédiatement, ses seins commencèrent à pousser à une vitesse alarmante. Pleine d'impatience et d'excitation, elle décida de choisir le bon moment pour exposer sa nouvelle apparence. Lors d'une fête au palais, où les nobles et les notables du village étaient réunis, elle décida que c'était le moment idéal pour faire sensation. Alors que la musique résonnait et que les festivités battaient leur plein, Ayanda fit son apparition. Tout le monde la regardait, le regard plein d'admiration. Elle était très fière d'elle-même. Mais une fois de plus, le roi de Bono ne lui accorda aucune attention particulière. Frustrée et poussée par la colère, elle sortit discrètement le reste du fruit de sa robe et le mangea. Immédiatement, elle sentit une sensation de picotement et de chaleur, alors que ses seins commençaient à gonfler à une vitesse alarmante. Paniquée, elle décida de stopper le processus, mais il était trop tard. Ses seins prenaient une proportion monstrueuse, s'étalant sur le sol tel un tapis roulant. La scène horrifia les invités, qui reculèrent avec effroi devant le spectacle grotesque. Le roi lui-même, témoin de cette catastrophe, fit pris de dégoût pour Ayanda, alors que toute l'assemblée criait pour qu'on la chasse du village. Le roi ordonna à ses gardes de la saisir et de la chercher hors du village. Ayanda fut cherchée du village de Bono. Sa chute de grâce était complète. Elle était désormais seule et errante dans les nuits, hantée par ses propres erreurs et ses désirs aveugles. Après le bannissement d'Ayanda dans le village, les femmes du village, un vent de soulagement s'empara des femmes du village. Elles s'étaient débarrassées de la source de discorde et de désordre qu'elle représentait. Le village de Bono, le désordre qui animait le village de Bono fut remplacé par une atmosphère de paix et d'harmonie. Les femmes du village se consacrèrent à leur famille et à leurs activités quotidiennes, sans se soucier d'Ayanda, qui était la source de désordre et de discorde dans le village. Le village de Bono retrouva sa quiétude, préservant ainsi ses valeurs et ses traditions précieuses. Je repose là où je l'ai pris.